Une seigneurie est avant tout un ensemble de maisons rassemblées autour d'un château. On voit aussi de nombreuses traces d'activités agricoles. Paysans au travail dans les champs, animaux d'élevage, moulins. Une seigneurie, c'est un village de paysans. On remarque la position du château qui domine le village de sa hauteur. Une seigneurie, c'est en fait, et pour résumer, un village paysan soumis à l'autorité d'un seigneur. On voit ici le plan d'une seigneurie au Moyen-Âge. On remarque à nouveau le château en position dominante. Le château est la demeure, l'habitation du seigneur et de sa famille. Comme on le voit sur cette photographie du château de Najac, les châteaux sont fortifiés, d'où le nom de château fort. Cela permet au seigneur, à sa famille et à ses soldats de se défendre contre l'attaque de seigneurs rivaux. En échange de cette protection militaire, les paysans doivent d'ailleurs payer chaque année un impôt au seigneur. La taille. Ils doivent aussi participer aux travaux d'entretien du château et de ses fossés. Le seigneur a aussi un pouvoir de commandement et de justice. C'est lui, dans la grande salle de son château, qui juge les crimes et délits commis par les habitants de la seigneurie. Il peut condamner les paysans à payer des amendes, à être exposés au pilori devant tous les autres villageois. Pour les crimes les plus graves, il peut prononcer la peine de mort. Toutes les seigneuries disposent donc d'un gibet pour les exécutions ordonnées par le seigneur. Comme on le voit à nouveau sur ce plan, la seigneurie est avant tout un espace agricole où s'organise le travail paysan. Toutes les terres de la seigneurie appartiennent au seigneur. La plus grande partie des terres est attribuée aux familles paysannes. Ce sont les tenures. Chaque tenure confiée par le seigneur à une famille de paysans comporte une maison et des champs qui permettent à la famille de produire de quoi se nourrir. En échange de ces tenures, les paysans doivent payer chaque année des redevances au seigneur, en argent, mais aussi en nature. Ils doivent ainsi donner une partie de leur récolte et de tout ce qu'ils ont produit. Cela permet au seigneur de se nourrir avec sa famille et ses soldats, mais aussi de payer vêtements et équipements militaires. L'autre partie des terres de la seigneurie est conservée par le seigneur. C'est la réserve, la terre que le seigneur se réserve. Sur cette image, on voit des paysans travailler sur la réserve sous la surveillance d'un agent du seigneur. Les paysans doivent travailler plusieurs jours par an gratuitement sur la réserve. C'est ce qu'on appelle les corvées. Ce qui est produit sur la réserve revient entièrement au seigneur pour se nourrir avec sa famille et ses soldats. On voit sur le plan de la seigneurie un moulin et un four. Ce sont deux équipements collectifs construits par le seigneur et utilisés par tous les paysans, pour qui ils sont indispensables. Le moulin permet aux paysans de transformer leur blé en farine. Pour pouvoir l'utiliser, ils doivent laisser une partie de leur farine au meunier du seigneur. Le four permet aux paysans de cuire le pain, qui est leur aliment principal. Pour pouvoir l'utiliser, ils doivent laisser une partie de leur pain au seigneur. Le bois est une partie très importante de la seigneurie, car il abrite de nombreux animaux sauvages. Mais le seigneur est le seul à avoir le droit de chasser ou de faire couper du bois. Les paysans qui chassent ou coupent du bois sont condamnés. Pour résumer, la seigneurie, c'est un territoire soumis au pouvoir du seigneur, pouvoir militaire et de commandement avec le château, pouvoir de juger avec le pilori et le gibet. Mais c'est aussi un territoire appartenant au seigneur avec les tenures, la réserve et le bois, mais aussi les équipements collectifs, comme le moulin ou le four. Ce n'est pas une pièce de monnaie, mais c'est un sceau. S-C-E-A-U. Il s'agit d'une bague qui sert à signer dans de la cire chaude, à authentifier un document écrit ou une décision prise par le seigneur. Ce sceau, c'est celui de Raymond VII, un seigneur qui fut comte de Toulouse au XIIIe siècle. Ce Raymond VII était, comme d'autres seigneurs, un personnage très important dans sa région. Il gouvernait une terre qui lui avait été laissée par ses ancêtres. Il avait pour mission de protéger les églises et les croyants de son territoire. Il assurait lui-même la justice, il choisissait ses chevaliers. Il vivait dans une ville fortifiée qu'il s'était fait construire avec au centre un château fort. C'était l'un des hommes les plus puissants de cette période lointaine, en l'absence du roi bien sûr.
Le seigneur habite la tour centrale, le donjon, qui est le dernier refuge en cas d'attaque. Celui-ci est conçu pour être défendable même si tout le reste du château est déjà pris. Entourés de murs de plusieurs mètres d'épaisseur, les donjons sont conçus selon des plans d'une grande complexité, pour dérouter et piéger les attaquants. En dehors de son rôle spécifiquement militaire lors d'un siège, on y installe en général les réserves stratégiques de nourriture et d'armes ainsi que les trésors et les archives de la famille. À l'étage noble, on trouve les 3 éléments constitutifs de l'habitat seigneurial. La caméra est la partie privative de la demeure seigneuriale, en d'autres termes, la chambre. La capella, le lieu de culte privé du seigneur, a à la fois une fonction ostentatoire et de sacralisation du pouvoir seigneurial. La holla est la pièce commune, la grande salle où se déroulent les principaux événements de la vie publique d'un seigneur. C'est là que se déroulent les festins. Au Moyen Âge, les paysans représentent 90% de la population. La majorité des paysans dépendent de l'autorité d'un seigneur. Les paysans se divisaient en 2 catégories, les serfs et les villeins. Certains paysans ne sont pas libres, ce sont les serfs, ils sont esclaves. Ces hommes, dès leur naissance, appartiennent à un seigneur qui a sur eux droit de vie et de mort. Durant toute leur vie, ils ne possèdent pas grand-chose. Quand ils décèdent, leur héritage revient à leur seigneur. Pour se marier, par exemple, il leur faut l'autorisation du seigneur. Et si une femme libre décide d'épouser un serf, elle devient esclave à son tour et, par la même occasion, la propriété du seigneur. Contrairement aux serfs, les vilains, eux, sont des paysans libres. Le mot vilain n'a bien entendu pas le même sens à cette époque-là qu'aujourd'hui. Il ne signifie pas qu'ils sont méchants. Les vilains louent un terrain au seigneur. Ils payent un loyer. En plus, pour être protégés par les armées du seigneur derrière les murailles du château en cas de guerre ou d'invasion, ils sont forcés de payer des redevances, des taxes. En cas d'attaque, ils ont le droit d'entrer dans l'enceinte fortifiée avec leur famille, leurs troupeaux. Leurs récoltes, le grain, les légumes, sont gardés à l'abri dans les greniers du château fort. Les paysans de cette époque-là ont une vie très difficile, car ils sont soumis au bon vouloir du seigneur qui a le droit de les juger, de les punir. Leurs travaux sont effectués à la main, sans machine agricole comme de nos jours. Ils disposent de peu d'outils et ne sont pas du tout en bonne forme physique, car leur alimentation est misérable. Toujours du pain, toujours de la soupe, très peu de viande. Tous les paysans, en échange de la protection militaire du seigneur, payaient des impôts. Des impôts qu'on appelait à l'époque la taille, le cens, le champard. Ils devaient aussi la corvée. C'était un jour de travail obligatoire et sans salaire qu'ils offraient aux nobles, pour par exemple réparer des parties du château ou nettoyer le fossé défensif autour du château fort. Ils devaient aussi payer à l'église un impôt qu'on appelait la dîme. C'était le 10e de leur récolte, ce qui signifie que quand ils avaient produit 10 sacs de blé, un sac sur 10 était offert au curé. C'est tout ce que l'on peut lire dans cet extrait de la complainte des vilains de Verson, un texte qui a été écrit au Moyen-Âge. Je vous le lis. Les paysans doivent faucher les foins. En août, ils font la moisson du blé. Ils ne peuvent prendre leur récolte qu'après que le seigneur a pris sa part. En septembre, ils doivent donner un porc sur 8. En octobre, ils paient l'impôt. Au début de l'hiver, ils doivent la corvée. À Pâques, le paysan doit donner des moutons et faire une nouvelle corvée de labour. Il doit aussi couper les arbres. Quand il va au moulin ou au four, il doit payer encore. Alors sur ce schéma, on comprend que les taxes sont payées soit en nature, c'est-à-dire avec des produits de la terre ou de l'élevage, soit en argent, mais de toute façon les paysans en ont très peu, soit en travail. Même pour traverser le pont au-dessus de la rivière, ils doivent payer un péage.